que ça ne serait pas en anglais. Voilà, n'hésitez pas à garder vos questions et on garde un temps de questions comme tout à l'heure. Et puis après, on re-switchera donc, pour 2 conférences en anglais avec Célina et puis Tisler et Jane Monk du Food Packaging Forum. Merci. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction. Pour être tout à fait honnête, j'avais préparé ma présentation en anglais avec les termes scientifiques dédiés, très spécifiques, très pointus. Et quand je regarde un petit peu le listing, je me rends compte que ma présentation en anglais très technique, elle est un petit peu en décalage. Pas parce que vous n'allez pas comprendre, c'est parce que moi, je ne suis pas capable de vous l'expliquer en anglais de manière vulgarisée. Tandis qu'en français, je vais pouvoir vous expliquer les choses peut-être de manière un tout petit peu plus fluide pour qu'on puisse comprendre un petit peu ces devenirs des microplastiques. Alors, et comme ça, tout le monde est content. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter quelques résultats majeurs d'un projet ANR qui s'appelle Cediplast. Donc, ce projet, il vise à étudier les microplastiques dans les sédiments de rivière et à la fois dans les archives sédimentaires. Donc, les archives sédimentaires, c'est des grandes carottes sédimentaires qu'on va prélever dans différents endroits et on va essayer de retracer la trajectoire de pollution des microplastiques. Donc, c'est un projet qui dure 4 ans. Il va se terminer l'année prochaine, qui implique donc différents laboratoires. Voilà. Alors, premier point, en fait, contrairement à tout ce qu'on pense, et aussi parce qu'on est imprégné de l'océan, les microplastiques dans une rivière, ils ne vont pas forcément flotter. Ils vont se retrouver de manière massive dans les sédiments. Et ces sédiments, ils vont constituer des stocks et des réservoirs importants de microplastiques. Juste pour vous donner des ordres de grandeur, quand on parle de microplastiques pour la Seine, quand on parle de microplastiques supérieurs à 80 micromètres, on va avoir des concentrations dans la colonne d'eau entre 1 et 10 microplastiques par mètre cube, tandis que quand on pense sédiments, on va avoir des concentrations entre 10 et 1000 microplastiques par kilogramme. Alors on ne peut pas comparer dans une rivière 1 kg d'eau et 1 kg de sédiments parce que ça ne fonctionne pas pareil, mais c'est juste pour vous dire qu'on va retrouver beaucoup plus de microplastiques dans les sédiments. Et ça, ce n'est pas tout à fait intuitif parce que, en fait, ces plastiques, comme on l'a dit, c'est des plastiques qui sont généralement peu denses et qui doivent flotter. Mais grâce à l'intervention de Fabienne, on voit que ces plastiques qui ont été vieillis, eh ben, il se passe quelque chose qui modifie. Voilà. Donc aujourd'hui, pour être très très honnête, la science, ou la plupart des scientifiques, ne comprennent pas trop pourquoi ces microplastiques, dont certains de faible densité, se retrouvent piégés dans les sédiments. Quelles sont les interactions entre microplastiques et les matières en suspension, parce qu'il y a énormément de matières en suspension, et quelles sont les propriétés de ces microplastiques qui vont venir affecter ces relations entre plastique et particules. Quel est le rôle de la matière organique et du biofilm? Parce que, en fait, les plastiques ne sont jamais isolés du reste. Il y a toujours la matière organique qui est au milieu, qui va jouer plusieurs rôles dans ces interactions. Et puis, une dernière question qui est importante, c'est le rôle des processus hydrosédimentaires. En fait, les processus hydrosédimentaires, c'est comment la rivière, elle vit, comment elle bouge, et comment elle va porter les sédiments ou l'eau dans son lit. Alors, il y a une équipe récente qui nous a demandé, qui suggère en fait que pour comprendre ces interactions entre plastique et sédiments, qu'il est nécessaire, d'une part, de se baser sur la connaissance qu'on a pu gagner sur les sédiments de rivière, ça c'est un point important, mais surtout qu'il est nécessaire de mettre de la multidisciplinarité dans cette recherche parce qu'on a besoin des polyméristes pour comprendre ces histoires de vieillissement et de changement de densité, et surtout, on a besoin de gens qui comprennent de comment la rivière fonctionne et d'intégrer ce fonctionnement de la rivière aux microplastiques. Parce qu'en fait, quand on regarde un petit peu la biblio, il y a beaucoup d'études qui vont aller prendre du sédiment dans la rivière sans réflexion ou considération de ces questions de processus hydrosédimentaires. Pour eux, un sédiment ressemble à un autre, et en fait, un sédiment est très différent très différent en nature en termes de là où on le prend. Donc en fait, l'idée de départ, c'est d'associer des disciplines, de combiner une approche de gens qui travaillent sur l'environnement avec des gens qui travaillent sur la sédimentologie. Donc, c'est-à-dire vraiment les gens qui travaillent sur comment les sédiments dans une rivière se forment. Et en fait, ça, c'est le point de départ du projet ANR que je coordonne. Donc, ce projet,
il va vraiment viser à regarder ces relations entre microplastiques, leur abondance et les propriétés des sédiments. Parce qu'en fait, un sédiment est plus ou moins riche en matière organique, il est plus ou moins avec des grosses particules ou avec des fines particules, et tout ça, ça peut venir affecter la distribution des microplastiques. Alors, il y a des échantillons de surface qui sont considérés, et également des archives sédimentaires pour 3 rivières, la Loire, la Seine et le Rhône. Alors, si on essaye un petit peu de conceptualiser la grande approche générale du projet Cediplast, quand un problème est trop compliqué, on le décortique et on va essayer de le simplifier un maximum ou de monter en complexité petit à petit. Pour faire ça, on peut passer d'une approche entre guillemets simple à une approche de plus en plus complexe et d'une approche petite échelle, c'est-à-dire ce qui se passe quasiment au niveau des particules, à une approche beaucoup plus large échelle, ce qui va se passer au niveau des bassins versants. Alors, ce que je vous propose dans cette présentation, c'est une présentation qui va être divisée en 3 temps, avec une première étape où on va s'intéresser à la distribution des microplastiques dans la retenue d'un barrage. Pourquoi dans la retenue d'un barrage? On va partir d'une hypothèse simple, c'est qu'il y a des sources amont, il n'y a pas de source latérale, et donc on a une seule source, et on a l'évolution de cette pollution microplastique le long du barrage. On se simplifie la vie, comme ça, on aura l'évolution de ce plastique dans le barrage qui va nous permettre de relier, parce qu'on va voir que dans un barrage, il y a plein de choses qui se passent en termes de processus hydrosédimentaires. La deuxième étape, on va essayer de la complexifier un petit peu, c'est qu'une rivière, c'est pas qu'un canal qui coule, on a ce qu'on appelle le liminaire, c'est là le chenal principal, mais on a aussi tout ce qui est plein d'inondations, limageur, et que, en fonction de la morphologie de la rivière et de la connexion à la rivière, donc la connexion à la rivière, c'est simplement quand l'eau touche des points de différentes altitudes. Donc c'est ça qu'on appelle la connexion. Voilà. Et la troisième étape, c'est une étape beaucoup plus large, où on va s'intéresser donc justement aux échelles de bassins versants. Alors cette première étape, je l'ai mis entre parenthèses l'approche simple, c'est vraiment de regarder comment ces conditions de sédimentation qui vont avoir lieu dans un barrage peuvent contrôler cette distribution de microplastiques dans les sédiments, et puis quelles sont les relations entre microplastiques et la structure d'un barrage. Alors la structure géomorphique d'un barrage, ça ne vous parle pas comme ça, mais ça va tout de suite vous paraître plus clair quand je vais vous montrer les slides. Alors nous, on s'est intéressé au barrage de Villerès. Donc le barrage de Villerès est situé dans la Haute-Loire. C'est un barrage où il a ce qu'on appelle la queue du barrage, c'est la zone d'influence de ce barrage. Et la zone d'influence de ce barrage, alors je ne sais pas si on va voir mon pointeur. Non, c'est pas très grave. En fait, la zone d'influence de ce barrage s'étend jusqu'à 36 km en amont du barrage. L'idée, c'est de prendre un échantillon par kilomètre tout le long de cette zone d'influence du barrage et de caractériser ce qu'on appelle la distribution de taille des particules, mais aussi le carbone organique total. Alors, quand on présente ces résultats en termes de granulométrie, en termes de taille de particules, ici, vous avez une coupe de profil. Donc, sur votre gauche, c'est les stations les plus en amont, et sur votre droite, c'est là où se situe le barrage. Ce qu'on voit très nettement, je vous ai représenté la granulométrie en bas, ce qu'on voit très nettement, c'est qu'entre le début d'influence du barrage, donc sur les stations les plus en amont, on a des sédiments qui sont caractérisés par des matériaux qui sont relativement grossiers. Donc ça veut dire que c'est les sables grossiers et d'autres particules de grande taille qui vont sédimenter en premier, et qu'on a un shift dans ce gradient où on va avoir des sédiments qui vont être de plus en plus riches en argile et en particules très fines. Et donc ici, regardez les microplastiques, c'est drôlement intéressant parce que, comme je vous disais, on a une seule source, et comme ça on regarde l'évolution de cette contamination juste contrôlée par des processus hydrosédimentaires. Alors, pour ces différents échantillons, alors on ne les a pas tous analysés, on a analysé une vingtaine, on a analysé ces microplastiques. Alors, c'est une technique un petit peu barbare, le nom, excusez-moi, donc c'est de la microspectroscopie infrarouge, et on a fait ce qu'on appelle une cartographie de nos filtres avec des pixels de résolution 25 micromètres sur 25 micromètres. Alors, quand on regarde les résultats, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, vous avez les concentrations
de microplastiques qui sont exprimés par kilogramme de sédiments. Attention, c'est une échelle log. Donc, ça veut dire qu'il y a un facteur 1 entre ce que vous pouvez constater entre les sédiments grossiers sur votre gauche et les sédiments fins. Voilà. Donc déjà, première chose, on note une forte variabilité de cette contamination entre ce qu'on appelle les sédiments plutôt grossiers et les sédiments qui sont plutôt fins. Et que les sédiments fins vont pouvoir enregistrer un potentiel de rétention des microplastiques bien supérieur aux sédiments grossiers. Alors ça, c'est en termes de distribution spatiale. Ce qu'on voit également, c'est que sur les stations amont, on a une diversité des polymères représentés qui est un petit peu plus faible que sur les stations aval ou à proximité du barrage, tout simplement parce que ces sédiments fins, comme je vous disais, ils ont un meilleur potentiel de captation et de rétention de ces microplastiques, et donc ils ont une plus grande diversité. En ce qui concerne les tailles, on pourrait aussi imaginer que, après tout, l'eau, elle se déplace comme ça, et que les microplastiques, les grandes tailles vont sédimenter, et puis que les petites tailles ne vont pas sédimenter, et que c'est lié à la taille. Et en fait, nos expériences montrent qu'il n'y a pas de différence de taille. Ça veut dire que ce n'est pas la taille qui va contrôler les facteurs de sédimentation. Je vous rappelle, il y a toujours un triptyque dans l'environnement. Il y a les autres particules, la matière organique, les plastiques, et on va peut-être se rendre compte que petit à petit, ces plastiques, quelles que soient leurs propriétés, sont peut-être collés aux particules qui existent dans le milieu. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on complexifie un petit peu les choses. Où là, on va essayer de regarder plutôt des processus très petites échelles. Ici, on va s'intéresser à ce qu'on appelle une station hydrologique. Une station hydrologique, voilà, c'est un point dans la rivière où on peut aller regarder ce qu'on appelle la fine échelle spatiale et comment cette fine échelle spatiale peut être caractérisée. Voilà. Parce que quand vous prenez cette photo, par exemple, de la Loire, je vous dis, allez prendre du sédiment, vous vous rendez bien compte que le sédiment, vous pouvez le prendre soit sur le banc de sable, soit sur la berge, soit sur une annexe fluviale, soit, en fait, on est au même endroit, on est sur la même station, mais il y a tellement d'environnements de dépôt différents que c'est questionnant. Alors, on est parti un petit peu à l'aveugle, où le postulat de départ, c'était de se dire que la position de nos échantillons, en fait, on va sélectionner un certain nombre d'échantillons uniquement sur des critères de connectivité à la rivière. Donc tout à l'heure, je vous ai expliqué, en fonction du débit de la rivière, on a une hauteur d'eau qui évolue, et quand la hauteur d'eau évolue, on a des zones qui sont inondées progressivement. Donc c'est ça qu'on appelle la connexion. On s'est dit, la connexion, elle peut avoir un rôle majeur. Donc on va travailler complètement à l'aveugle, on va prendre 14 échantillons qui présentent des degrés de connexion à la rivière très différentes, c'est-à-dire quasiment 20-30 cm à la hauteur normale ou jusqu'à 2 mètres de la hauteur normale pour voir. Ces échantillons, ces 14 échantillons, on les a caractérisés donc en termes de distribution de taille des particules. Et donc vous pouvez voir que ces 14 échantillons, on a des échantillons qui sont dans un certain cas très grossiers ou dans d'autres cas des échantillons, enfin des sédiments qui sont plutôt constitués d'argile et de limon, de sable fin ou de sable très fin. Mais vous voyez que sur ces 14 sites, la distribution, excepté pour 2 points qui sont très différentes, elle n'est pas si différente que ça. Donc, en fonction de ces processus, en fait, en fonction de la granulo, ça nous renseigne de la manière dont ces sédiments se sont formés. Et ce qu'on va regarder, c'est le mode de déposition. Soit on va avoir des sédiments qui se sont formés quand la turbulence était maximum. Et on dit qu'on a affaire à du bed load transport. En gros, on a charrié le fond. Soit on a des conditions de dépôt qui se sont faites avec beaucoup moins de turbulence. Et dans ce cas-là, on va avoir une sédimentation des particules plus fines. Et là, on va avoir des conditions qu'on appelle suspended under low flow condition ou settling condition. Donc vraiment des conditions de sédimentation. En gros, quand on va analyser toutes ces variables qui permettent de caractériser la qualité des sédiments, on identifie 2 types
d'environnement de dépôt qui sont d'un côté des annexes hydrauliques fluviales. Donc c'est en fait ce que vous pourrez qualifier de bras secondaires. C'est des bras qui vont être inondés lors de crues. Et les bancs de sable ou d'autres types de berges. Voilà. Alors, longtemps, en fait, on a cru que quand on prenait du sédiment, que la concentration de microplastiques ou la variabilité de microplastiques dans un sédiment pouvait s'expliquer qu'avec la distribution des particules ou qu'avec un taux de matière organique. Ces deux paramètres expliquent partiellement la variabilité des microplastiques, mais par contre, il est nécessaire, si on veut vraiment pleinement l'expliquer, regarder la manière dont ça a été sédimenté et où ça sédimente. Donc il est nécessaire de regarder ce qu'on appelle les environnements de dépôt. Est-ce que c'est la pleine inondation, le bras secondaire, le bras, voilà, mais également le mode de déposition, c'est-à-dire la turbulence qu'il y avait lorsque le dépôt s'est créé. Alors quand on commence à regarder un petit peu plus près les environnements de dépôt, donc vous voyez sur votre gauche, vous avez ce qu'on appelle donc les flood channels, qui sont les bras secondaires inondés. On voit que les concentrations généralement dans les annexes secondaires sont largement supérieures aux concentrations qu'on a dans d'autres types de dépôts, bancs de sable ou berges, et que pour les annexes secondaires, on voit très nettement que la concentration va être modifiée par rapport à la connexion de la rivière. Je vous rappelle, c'est la hauteur d'eau, et c'est aussi lié, parce qu'en fait, lorsqu'il y a une crue, il y a une forte remobilisation du sédiment, il y a beaucoup de microplastiques dans les sédiments, et forcément, il y a des apports de microplastiques très importants lors des crues. Donc, première importance, c'est la connexion à la rivière, l'altitude, et puis aussi le mode de dépôt. Moins il y aura de turbulence, plus il y aura de plastique. Donc c'est vraiment, on va dire que ce point-là, c'est vraiment une avancée significative par rapport à ce qu'on pouvait imaginer sur les sédiments jusqu'à présent. Alors dernière étape, là on embrasse toute la complexité. Cette fois-ci, on n'est plus à l'échelle d'une petite station hydrologique, mais on va se mettre à l'échelle d'un bassin versant. Avec une question qui taraude un petit peu la communauté, c'est est-ce que les centres urbains, les agglomérations, constituent des hotspots, des sources significatives de microplastiques dans les milieux? Alors, si vous avez bien écouté tout ce que je vous ai dit, si on veut comparer des choses comparables, il faut que je me mette dans des environnements de dépôt similaires, dans des modes de dépôt similaires et avec des archives sédimentaires similaires. Donc en fait, ici, on a voulu étudier l'influence de la ville lyonnaise. La ville lyonnaise, voilà, l'agglomération lyonnaise, c'est à peu près 1 million d'habitants. Voilà. Et on s'est mis dans des annexes hydrauliques. Le choix, il est vraiment important d'avoir des environnements de dépôt qui sont extrêmement similaires et de prélever des carottes qui vont être exactement similaires. C'est-à-dire, elles peuvent avoir des taux de dépôt qui sont variables dans le temps, c'est pas très grave, mais il faut que l'environnement de dépôt, le mode de dépôt, la distribution des particules de taille et le carbone organique soient similaires. Une fois qu'on est sûr que ces 4 facteurs sont similaires, on va pouvoir comparer les choses. Donc ces carottes, c'est des carottes qui font entre 80 cm et 1 mètre. Et ici, je vous ai représenté la teneur en microplastique. Donc attention, c'est des items par kilogramme avec une échelle log, encore une fois, pour la carotte située en amont de Lyon et en aval de Lyon. Alors il y a 2 choses qui peuvent vous interpeller. La première chose, c'est qu'on voit une augmentation très importante des concentrations de microplastiques entre l'amont et l'aval. Et autre chose qui doit vous interpeller, ici je vous ai présenté les résultats par décade. Donc des années 1980, 1990, voilà. On a tous en tête, c'est toi qui nous as présenté ça, l'évolution, l'augmentation, voilà. Donc on peut se poser la question, en fait, pourquoi notre environnement n'enregistre pas cette augmentation et cette consommation de microplastiques? On peut proposer plusieurs hypothèses
à ça. Tout d'abord, quand vous regardez mon début de carotte c'est 1980. Ça veut dire que ça faisait déjà presque 30-35 ans qu'on utilisait massivement des plastiques et que peut-être qu'on n'a pas fait un dézoom suffisamment important pour aller voir vraiment des choses en rupture. La deuxième chose, c'est pas parce qu'on va produire et consommer du plastique que notre environnement va répondre de manière linéaire. Ça veut dire que c'est pas qu'on augmente l'année N qu'on va augmenter l'année N et que chaque système a un temps de réponse particulier. Alors même, vous allez pouvoir me dire, mais c'est même un petit peu bizarre, sur l'aval, on voit des concentrations un petit peu plus basses là. Plus basses que notre pic aux alentours de 1990. Sur beaucoup de carottes qu'on réalise, ce qu'on voit, c'est que avec l'amélioration des systèmes d'assainissement, avec l'amélioration des collectes d'eau usée, avec la mise en place de pas mal de structures qui visent à réduire la pollution, eh ben, on a des décroissances de contamination de microplastiques, alors même qu'on a quelque chose qui produit qui est de manière exponentielle. Alors ça, c'est vrai pour certains HAP, des PCB, on a vu beaucoup d'autres choses de ce style-là. Alors, juste pour finir sur les messages à ramener à la maison, contrairement à ce qu'on pensait, les distributions de particules et la matière organique sont des facteurs explicatifs de l'archivage des microplastiques dans les sédiments, mais ne peuvent pas être considérés comme les seuls facteurs. Il est vraiment important de regarder les environnements de dépôt et aussi les modes de déposition. Très turbulents, grossiers, pas très turbulents, plus fins. Si on veut faire une évaluation à grande échelle, il est nécessaire de comparer la même chose. Parce qu'en fait, c'est très simple de prendre un échantillon là, un échantillon là, et d'arriver même, il y en a plus en amont qu'en aval, et de se dire, il n'y a pas de problème. En fait, il faut vraiment se mettre dans des conditions de comparaison. Et donc pour ça, il faut considérer ces 4 facteurs que je vous ai donnés, l'environnement de dépôt, la connexion, les paramètres de distribution de taille de matière organique. Et puis aussi, ces travaux ont permis de montrer l'importance des centres urbains sur la contamination en microplastique. Alors, une des perspectives aujourd'hui, c'est intéressant de mettre cette perspective historique par rapport un petit peu à ce que tu vois, parce que toi, sur les perspectives historiques, il y avait quand même beaucoup de bruit de fond. Hein. C'était très très bruité, et en fait, on se rendait compte que il y a quand même pas mal de papiers qui montrent qu'il n'y a pas forcément une énorme évolution temporelle. Nos premiers résultats montreraient ça. Moi, je suis un petit peu réservé parce que je pense qu'on n'a pas assez dézoomé. Je fais un teasing de fou. On a trouvé une magnifique carotte sur la Saône qui montre clairement qu'il y a une évolution de notre environnement. Voilà. Mais ça, je ne pourrais pas vous la montrer. D'ailleurs, excusez-moi, ça c'est des résultats qui vont être soumis dans une publication. J'ai vu certains prendre des photos. Si vous pourriez ne pas diffuser, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre attention. Les gens qui travaillent sur les sédiments, pas de questions. Hein. Bon, je connais rien aux sédiments, c'est bon. Sylvie Dufour. C'est par rapport à votre dernière diapositive, qui est secrète. Il y a le fait qu'il n'y ait pas d'accumulation et le fait qu'il y ait même une diminution avec le temps, ça vous donne une idée de la demi-vie de ces microplastiques dans les sédiments, de leur élimination? Pas du tout. En fait, une archive sédimentaire, c'est juste un enregistreur de flux de polluants qui passent dedans, qui passent à un certain moment, à un instant T. Dès lors que ces couches de sédiments vont être recouvertes d'autres couches, on estime que le plastique ne va pas bouger. Et donc, il va être préservé pendant 40, 50 dans ces archives. C'est vrai pour des polluants organiques assez persistants. On ne l'a pas vérifié pour les plastiques, parce qu'on peut imaginer qu'il y a un petit peu d'activité, sauf qu'on part du principe qu'ils sont préservés.
Et du coup, est-ce que vous faites des carottes profondes qui montreraient à un même endroit, à un temps T, ce qui était ancien et ce qui est plus récent? Alors, quand on travaille sur des lacs, c'est très facile, parce que le lac, il est un périmètre défini, il a une sédimentation constante, ça ne bouge pas, c'est maîtrisé. Une rivière, le problème d'une rivière, c'est un environnement vivant, et que l'homme a toujours un impact, une influence par ses aménagements, par les aménagements, ils servent surtout à contrôler a toujours un impact. Et en fait, dans une rivière, c'est extrêmement difficile de trouver des enregistrements qu'on appelle continus. On va arriver à trouver des enregistrements 30, 40 ans, facilement. Dès lors qu'on veut aller sur des enregistrements 60, 70 ans, avec les taux de déposition, ça peut faire 1 mètre, 1 mètre 50, c'est plus compliqué. Mais c'est pas impossible. Et donc cette carotte sur la Saône, là, on l'a trouvée. Alors Johnny, c'est moi. Moi j'ai une question très naïve. À partir du moment où en fait tu as une concentration progressive de ces microplastiques dans les sédiments, on dit que le compartiment final c'est toujours l'eau marine. Finalement, tout ce qui arrive dans nos rivières et qui se sédimente ne va jamais voir l'océan, ou peu. Donc, c'est faux. Ça, c'est faux. Ouais. En fait, ce qu'on voit en effet d'une rivière, on voit ce qu'on appelle le flux liquide, c'est-à-dire c'est la quantité d'eau qui se déverse. Mais en fait, une rivière, elle a un flux liquide et un flux solide. Mais par contre, tu ne le vois pas. C'est des chasses de sédiments. Et le sédiment d'une rivière, de manière générale, il peut être chassé par des événements de crue. Et donc, on a un flux solide. On a, par exemple, sur la Seine, tu as un export de l'ordre de, je sais pas, c'est à peu près 100 000 tonnes de particules de la Seine qui s'échappent, qui vont... Donc, d'ailleurs, les évaluations de microplastiques à l'échelle planétaire, ils se basent sur des flux liquides. Ils prennent la concentration en suspension, ils multiplient par un flux liquide et ils obtiennent des estimations que vous connaissez. Nos travaux peuvent montrer que peut-être qu'on aurait intérêt à prendre les flux solides, c'est-à-dire j'ai un fleuve qui donne tant de flux sédimentaires, tant de particules, j'ai des concentrations qui pourraient nous donner de meilleures estimations. C'est un peu différent. Et le fait qu'en aval, là, tu aies peu de variations en fait, de concentration sur ta dernière image secrète. Donc déjà, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a une grande variation sur les dernières années 2020-2021 comparativement aux années précédentes. Et le fait que tu aies cette stabilité, tu l'expliques comment ça en fait? C'est un petit peu... Alors, disons qu'ici, on est en amont de Lyon. En amont de Lyon, il y a quelques villes, mais ces villes sont assez distantes. Et donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que ces villes recrachent des microplastiques, qu'une fraction considérable sédimente à l'aval immédiat de ces villes, mais qu'une partie résiduelle, toujours constante, reste en suspension. Et en fait, c'est ce qui s'avère quand on regarde les rivières. Il y a beaucoup de gens qui regardent la partie qui flotte. Et en fait, cette part, c'est juste une petite partie de ce qui transite dans la rivière. C'est vraiment la partie en suspension. Et donc, je l'explique comme ça. Mais c'est une hypothèse parce qu'on ne peut pas trop savoir. Mais en effet, le fait que ça soit relativement stable, c'est assez troublant. Et on peut s'interroger là-dessus. Alors, est-ce que j'ai bien fait de la faire en français, la présentation? J'avais la même type de question par rapport à cette chute qu'on voit. Est-ce qu'il y a un épisode de crue qui peut expliquer ça, ou est-ce que c'est trop long, 10 ans, pour que ces épisodes aient une quelconque influence sur la quantité qui est visible dans une carotte? Alors, nous, cette diminution là, à partir des années 2010, on n'est vraiment pas surpris parce qu'il y a eu une amélioration très significative de tout ce qu'on appelle les infrastructures urbaines. On a mis en place des stations d'épuration, on a fait en sorte qu'elles soient conformes, on a mis en place des ouvrages de traitement des eaux pluviales, on a fait en sorte dans les réseaux d'assainissement de faire des grands volumes de stockage pour qu'il y ait de moins en moins
de ce qu'on appelle des rurgens urbains de temps de pluie. Et puis parallèlement, on a aussi travaillé à résorber certaines décharges, etc., etc. Donc ça pourrait s'expliquer par le côté urbain. Vraiment cette police de l'eau qu'on a mis en place et cette politique de l'eau. J'avais une question aussi connexe qui est l'utilisation du PVC dans tout ce qui est tuyauterie chez nous, qui a remplacé le plomb. Bon là c'est pas visible depuis les années 80, mais est-ce que finalement le fait de regarder les microplastiques sans avoir la qualité du plastique ferait pas qu'on ait une sorte de moyenne un peu de l'ensemble des plastiques, sachant qu'il y en a qui ont peut-être supplanté les autres Excellente question. Excellente question. En effet, en fait, je suis un peu gêné parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a soumis et je vais pas tout vous dévoiler. Faut me réinviter l'année prochaine, faut que je vienne. Non, en fait, c'est une très très bonne question. Selon les années, la distribution des polymères change. Pour les PVC, on voit quelque chose qui ressemble à une augmentation, puis une diminution. Sauf qu'à Lyon, tu es dans un contexte un petit peu particulier parce que tu as quand même toute la vallée du plastique. Tu as, juste à la Val de Lyon, énormément d'entreprises qui sont liées au plastique et qu'on est un petit peu embêté dans une carotte comme ça pour déconvoluer, détricoter le signal lié au bassin versant du signal lié à une source de pollution à proximité. C'est toujours ça nos problèmes dans l'environnement. C'est voilà, essayer de démêler tout ça. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question avant ? Oui. Là, vous parlez de Lyon, mais est-ce que vous avez fait l'exercice dans une ville où justement il y a moins d'industrie qui pourrait expliquer ça ? Ou alors on n'a pas le droit de le dévoiler ? Ça va rester. Alors, pour être honnête, oui, on a fait sur la Seine et sur la Loire. C'est des résultats qui sont en cours. Je dis, ce projet est fini l'année prochaine. Ce qu'on voit sur Lyon, il est, asymptomatique des centres urbains. Sur Paris, on attend ces résultats avec grande impatience. Le problème de Paris, c'est qu'ici, je vous ai conceptualisé, je vous ai construit un discours. Quand on travaille, on n'a pas toujours le temps de faire ça et qu'on était dans des environnements de dépôt différents. En gros, la Seine, elle n'est pas pareille à la Val de Paris en amont. Et ces différences d'environnement de dépôt, j'ai peur que ça gomme ou au contraire que ça accélère ou marque d'autant plus la différence qu'on pourra avoir entre l'amont et la Val de Paris. Donc ça, c'est pour Paris, ça va être une thèse de Jean-Sébastien Barbier, qui va être soutenue, je pense, dans 1 an et demi. Et pour la Loire, c'est la thèse de Camille Croiset, qui a travaillé sur aussi des carottes à la Val d'Angers. Mais bon, il faudra que je revienne l'année prochaine. On pourrait rentrer un vitre. Ok, merci. Merci beaucoup. On va donc...